Bonsoir à tous et bienvenue pour cette émission de l'Infotech. Nous sommes toujours en compagnie de Thomas. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, un petit peu plus léger que d'habitude, mais bon, en même temps, on aime bien faire des émissions longues. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a plein de petites news fort sympathiques, en commençant par, sur côté smartphone, on a Instagram, qui a enfin le thème sombre. Côté hardware PC, on a la prochaine génération des cartes graphiques de chez Nvidia qui a été annoncée, enfin, dont ça a fuité, la RX 5500 qui débarque du côté d'AMD, Intel qui présente un ordinateur sous la forme d'une carte PCI Express, l'épuisement des IPv4 qui est très proche. Ensuite, côté console, on a plus d'informations sur la PS5. Côté service, on aurait bientôt des bundles de services chez Apple. Et justement, sur l'Apple TV, on a Twitch qui débarque. Du côté de l'économie, on a un nouveau coup dur pour Libra. Et enfin, diverses informations, notamment sur le fait que les inventeurs de la batterie lithium-ion qui reçoivent le prix Nobel de chimie, et côté voiture électrique ou la Peugeot E208 qui se vend très bien et qui confirme un petit peu la tendance aux voitures électriques. Et on va donc commencer par Instagram qui adopte enfin le thème sombre. Oui, donc c'est depuis hier, pour être un peu plus exact, que la mise à jour d'Instagram a été dévoilée et même déjà installée sur de nombreux téléphones via mise à jour automatique ou ceux qui ont déjà fait les mages. Cette nouvelle version d'Instagram, bah, c'est enfin le mode sombre que tant attendu. Heu, Après, le petit revers de la médaille, c'est que pour l'instant, il est possible seulement de l'activer s'il est activé sur, l'interface du téléphone. Donc c'est-à-dire, si vous avez à partir de iOS 13 et de Android 10 et encore, faut que votre surcouche soit compatible, il faut que vous activiez le mode sombre sur votre smartphone, donc le mode sombre de votre, interface utilisateur et là, ça se mettra tout seul dans Instagram. Sinon, donc notamment chez, Huawei, Xiaomi, Samsung qui sont un peu à la traîne sur le développement du mode sombre, bah, pour l'instant, il va falloir que vous attendiez pour l'avoir sur Instagram. Donc voilà, sinon si vous êtes sous iPhone, iOS 13 et ben, vous pouvez d'ores et déjà bénéficier de ce mode sombre qui surprend au début parce que c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on a l'habitude d'avoir un Instagram très blanc et c'est un peu, bizarre sur certaines photos parce que ça les met pas en valeur de la même façon. Après, c'est très bénéfique, je trouve, sur certaines autres photos. Voilà, je sais pas si tu as un petit commentaire à faire, Jérémy? Ben, je trouve ça juste dommage que on soit obligé d'avoir, on va dire, le support natif. C'est-à-dire que toutes les Ouais. personnes qui ont des téléphones qui ne sont pas mis à jour vers Android 10 n'auront tout simplement pas accès à cette fonctionnalité, à part si ça change, mais je pense pas. Du Oui, il y a aussi le coup, souci de surcouche. c'est quand même un... Ouais, mais ça reste quand même dommage parce que YouTube, par exemple, le fait très bien sans le fait que ça soit supporté nativement. Du Twitter coup... également. Ouais, il y a plein d'applications qui le faisaient déjà, du coup c'est un peu dommage, et je vois par exemple le Play Store qui a été récemment mis à jour en thème sombre et qui est dispo actuellement sur Android 9 en thème sombre. Du coup c'est dommage que ça soit pas supporté dans les versions antérieures, mais tant pis, c'est comme ça. Oui, du coup, tu vas pouvoir, entamer ta rubrique sur le hardware et nous parler de Nvidia, dont la prochaine génération a un peu leaké. Effectivement, la prochaine génération de GPU, donc de carte graphique, sera déjà nommée Ampère. Actuellement, on est sous la génération Turing. Et du coup, ça sortirait au premier semestre 2020. Alors, on a encore, en vrai, assez peu d'infos. Une chose est sûre, ça sera pas une révolution comme l'a été les RTX. Parce que c'est normal, hein, Nvidia l'a faite il y a un an maintenant, et donc on n'aura pas une révolution comme ça. Toutefois, on aura forcément un gain de performance, des améliorations, des optimisations, et notamment un passage qui un passage de la finesse de gravure des puces en 7 nanomètres, ça y est, Nvidia s'y met. Du coup, c'est assez intéressant, et ça serait Samsung qui s'occuperait de ça. Et du coup, ça permettrait d'avoir 40... Enfin, on peut espérer jusqu'à 40% de transistors en plus. Donc en gros, plus de CUDA, plus de tensor, plus de cœurs, qu'importe leur type. Et donc c'est assez intéressant. Du coup, ben, ça peut être que bénéfique. Après, personnellement, je l'attendais pas aussi tôt. Je pensais plutôt à la fin de l'année. Mais bon, bah écoutez...
Ça suit un petit peu d'assez près au final les super qui sont sortis en milieu d'année. Du coup, c'est assez intéressant. Après, encore une fois, ce n'est que des rumeurs, mais bien que il y a plusieurs sites qui s'accordent à le dire, et ces sites-là qui sont Digitime, WCC, FTech et encore Eagers Lab, c'est des sources qui disent souvent vrai, donc on peut leur faire confiance. Voilà. Personnellement, je vais voir ce que ça donne. Je trouve ça intéressant. Ça va forcément faire baisser les prix de la génération actuelle, des super. Mais ouais, je l'attendais pas aussitôt. Je sais pas ce que tu penses de ça, Thomas. Moi, je pense que c'est bénéfique et au contraire, je pense qu'il faut qu'ils accélèrent un peu le pas parce qu'ils sont pas encore en 7 nanomètres. Ce qui m'étonne par contre, c'est que ce serait plus TSMC qui s'occuperait de la gravure, mais Samsung et je sais pas, ça m'étonne un peu, sachant que TSMC est très au point là-dessus. Moi, tu me diras Samsung aussi, mais différemment, Ouais, c'est voilà. pas. Ça me surprend un peu, c'est C'est tout. vrai, c'est vrai que ça change un peu, mais moi, à vrai dire, je trouve pas ça forcément choquant, du moment que les perfs sont au rendez-vous. On verra bien. De toute façon, TSMC n'a plus de soucis de clients, on va dire, avec AMD C'est vrai. et Apple et tout ça. TSMC, ils sont assez tranquilles. On continue un petit peu dans les cartes graphiques avec AMD qui lance sa Radeon RX 5500. Et oui, la RX 5500 arrive et en réalité, nous ne l'attendions pas. Après les RX 5700 et 5700 XT, on s'attendait plutôt à une nouvelle carte plus haut de gamme qui viendrait concurrencer les 2070 et 2080. Et AMD nous a un peu surpris avec cette 5500 qui, il la confronte directement à la 1650 de chez Nvidia. Donc, elle embarquerait jusqu'à 5,2 teraflops de puissance pour la version desktop, donc la version PC de PC de bureau. bureau. Ouais. Elle serait gravée en 7 nanomètres, ce qui serait déjà une avance par rapport à Nvidia. C'est peut-être aussi pour ça que Nvidia force le pas pour le 7 nanomètres. C'est possible, ouais. Donc ce serait 6,4 milliards de transistors, le PCI 4, une fréquence jusqu'à 1845 MHz pour la version de bureau. Et petite nouveauté, la mémoire serait en GDDR6. Donc GDDR6, c'est aujourd'hui la mémoire la plus rapide qu'on puisse faire pour des cartes graphiques. Nvidia équipe uniquement ses cartes RTX, donc 2060, 2070, 2080 et version super Et avec cette TI, GDDR6. et TI, Oui, mais bon, c'est normal. Les tout ce qui est versions encore 2000, au-dessus. quoi. Mais seulement, du coup, les cartes les plus haut de gamme sont en GDDR6 chez Nvidia. Ici, AMD nous propose la carte, on va dire, la plus bas de gamme, si on remet un jour un peu la hiérarchie de ce qu'ils vendent. Donc leur carte l'entrée de gamme, voilà, plutôt, serait en GDDR6, ce qui est vraiment ultra intéressant. Et Surtout que la ça, 1650, qui est donc la carte que cette RX 5500 vise, qu'elle vient concurrencer, est en GDDR5, du coup, ça concurrence oui, vraiment bien, et ça fait un truc vraiment intéressant pour AMD. oui, oui, c'est vraiment super intéressant. Et après, niveau mémoire, c'est de 4 gigas jusqu'à 8 gigas pour la version de bureau. Donc pareil, on aurait des 4, 6 ou 8 selon le constructeur qu'on prend et du coup, le prix qu'on paierait au final. Du coup, c'est plutôt intéressant. Niveau performance, on n'a pas encore de performance pour la version de bureau, mais on sait que c'est supérieur à la version portable. La version portable qui, Jérémy va pouvoir vous le montrer. On a un petit graphique des performances. Donc en gris, c'est, la GTX 1550 version mobile et en rouge, la Radeon RX 5500M. Donc c'est là où on se rend compte vraiment qu'il y a une bonne, c'est vraiment très intéressant au niveau performance. On prend des jeux, relativement récents comme Borderlands 3, The Division 2, où on a 65 et 70 FPS, donc qui passent la barre des 60 FPS sur des triple A qui sont plutôt bien joués, beaucoup joués. Sur des jeux comme, PUBG ou Apex, c'est là où on voit vraiment le gain de FPS et que ça peut être méga intéressant parce que
Je rappelle que cette carte est censée concurrencer la 1650. Donc même alors, j'ai pas les prix, on n'a pas encore les prix, si je dis pas de bêtises, mais ça serait pas vendu plus cher que celle de Nvidia. Je Et pense pas. franchement, le rapport prix-performance là, ça doit être inégalé. C'est vraiment, moi je pense qu'elle est méga intéressante et même si le ray tracing vous intéresse pas et que vous hésitez encore, entre, une 1650, une 1660, même une 2060, je vais pas trop m'avancer non plus parce qu'il faudrait des graphiques, qui nous la mettraient face à la 2060, mais je pense que cette carte peut être méga intéressante, Ah, surtout par rapport au prix qu'elle sera vendue. une 2060, c'est quand même beaucoup plus loin. Déjà une 1660 en face, une 1660 Ti, ça serait déjà très très bien qu'elle soit à ce niveau de perf. 1160 Ti, c'est vendu 300 euros. Donc si elle est vendue Ah genre ouais? à 100, 150 euros, Bah, avec genre la c'est différence de perf, je incroyable. pense que, AMD l'ont pas trop mis en avant parce que ça doit être, moins incroyable qu'avec la 1650, mais je pense que elle doit être au niveau de la 1660, hein. C'est pas impossible, mais du coup, il faudra attendre les tests, etc. La Ouais, 2060 est quand faudra même, attendre qu'elle sorte vraiment. la 2060 est quand même un autre gap. Je pense que c'est pas vraiment, on peut pas dire le choix entre une 2060 et une 5500, c'est vraiment pas le même but et les mêmes objectifs, et c'est pas non plus la même gamme de prix du tout. Du coup, ouais, je pense pas que ça soit la bonne comparaison à faire personnellement. Mais bon. Bah, on verra bien, mais moi je pense que cette carte, elle en a sous le pied et on en verra plus. Parce que là, en plus, je parle de la version mobile sur les graphiques, mais, la Ouais, version de bureau, je rappelle, oui, qui est c'est vrai. quand même Et on, encore et, plus puissante. et on peut monter à 8 Go de RAM sur C'est la version bureau. 0,6 teraflop en plus. Ça vous paraît pas beaucoup dit comme ça, mais c'est vraiment pas mal. Après, elle en a combien la version de bureau? Elle en a 5,2. 5,2. À titre d'info, la 2060 est à 13 quelque chose, je crois. Donc, Ah ouais? Ah ouais. bah, j'ai rien dit par rapport à la 2060. Si je dis pas de bêtises, je crois que la 2060 elle est au moins au double. Donc, bon. Mais du coup, on continue un petit peu dans le hardware avec Intel. Et oui, un petit peu d'infos d'Intel. Alors, c'est pas des processeurs. Cette fois, on parle d'un concept qui s'appelle The Element, qui serait un PC sous forme d'une carte PCI Express. Alors, c'est assez étonnant, mais il y a déjà certaines marques, notamment Razer, qui voulaient faire un truc similaire. Et du coup, alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un PC, tout simplement, où vous avez tout, processeur, partie graphique, donc là ça tournerait sur un Xeon, pardon, et après la partie graphique serait de celui-là, et vous avez à peu près tout, vous avez un ventilateur, donc ça sera un ventilateur blower, c'est-à-dire qui refroidit et qui recrache l'air comme ça, donc qui met de l'air sur le processeur, et, euh, et ensuite, on n'a pas plus d'infos parce que ça a été présenté sur un petit groupe lors d'un événement à Londres. Et par contre, c'est attendu pour le premier trimestre 2020, ce qui est pas si loin. Et je sais pas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que voilà, ça s'alimente en PCI 4. En PCI 4, non, en PCI 6.2, vous mettez donc l'alimentation d'un port d'alimentation et du coup vous branchez ça. Donc ouais, assez intéressant, je trouve ça. J'avais jamais vu ça personnellement, donc à voir. Je sais pas ce que C'est t'en assez penses. incroyable, hein. J'ai presque l'impression qu'on pourrait mettre un PC dans un PC. En fait, c'est exactement le but, c'est ça. C'est vraiment ça le Et concept. du coup, ce serait pour viser des serveurs, pour faire des mini racks ou, ce Je serait, sais, il y a pas vraiment dit. On peut voir d'ailleurs qu'on peut le brancher en PCI Express carrément, les ports. Ah oui, un truc important aussi, tout est, enfin c'est soudé, c'est-à-dire que si vous voulez changer de processeur, faut changer complètement le truc. Faut changer la carte. C'est un peu comme une carte graphique au final. ouais, la question se pose pour l'usage, en fait, parce que ça a l'air, c'est une bonne prouesse, le projet a l'air cool. Maintenant, faut voir, comment est-ce que ça peut servir, parce qu'on n'a pas trop de détails, du coup. Ouais, mais faudra voir. Mais Voilà. ça peut être très stylé et très intéressant pour si ça peut être cité à grande échelle, ouais, pour les data centers et les PC dans le cloud, je pense surtout à ça. Ça peut être cool. Ouais, ouais, bah, on verra. Sinon, petite précision, je voulais revenir sur la Radeon RX 5500. Tu nous as dit que la RTX, faisait beaucoup plus de teraflops.
Eh bien, pas du tout. La RTX, ne fait que 6,5 teraflops, heu et là, la 5500 va monter à 5,2 teraflops. Donc la RTX 2060 n'est pas si au-dessus que ça. Oui, elle reste au-dessus, mais normal, elle ils boxent pas tout à fait dans la même catégorie. Après, les 13 teraflops, c'est plutôt pour une Titan ou truc comme ça. Donc tu t'es un peu beaucoup avancé. Ouais, la Désolé 2060, de te ouais, la reprendre. 6.5. Oui, non, mais c'est vrai, non, mais j'ai confondu avec la 2080 Ti que j'avais vu l'autre jour. C'est pas grave, OK. mais elle est quand même un peu au-dessus et il y a quand même un bel écart qui est difficilement. Enfin, je veux dire, on n'est vraiment pas dans la même gamme de prix. Oui, mais on les vend pas non plus le même prix. Bon, en tout Voilà. cas, une chose est sûre, c'est qu'on parlait un peu de cloud, etc. Et on parlait donc d'Internet. Et l'épuisement des adresses IPv4 dont on parle depuis quelques temps, bah en fait, c'est bah, très bientôt. Oui, alors, les derniers chiffres avant ceux que je vais vous donner, les dernières estimations, c'était jusqu'à environ mars 2020, avant l'épuisement des adresses IPv4. Hem, les chiffres ont été revus parce que malheureusement, malheureusement, il y a une accélération du coup de la demande d'adresses IPv4 vu qu'elles sont sur le déclin et qu'il y en a très peu de disponibles. Ce nouveau chiffre, c'est cette nouvelle date d'épuisement, c'est le 5 novembre 2019. C'est dans même pas un mois. C'est critique. Autant le Oui, dire. c'est critique et c'est assez incroyable parce que, le souci, je peux vous donner rapidement des chiffres. L'IPv4, ça date, des années, 80, même un peu avant. Je me demande si c'est pas 78, faudrait vérifier. Et l'IPv6 qui était censé remplacer l'IPv4, qui le remplace très lentement, a été lancé en 98. Donc après plus de 20 ans, l'IPv6 n'est encore pas assez utilisé, alors qu'on sait que l'IPv4, c'était chaud, si je puis Bah, dire. L'IPv4, on a réussi à trouver des solutions pour encore étendre les possibilités, mais on arrive à un stade où c'est plus possible au final. Voilà, et il faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui ont des adresses IPv4 qu'ils n'utilisent pas. Enfin, quand je dis des gens, on parle de sociétés aussi. Le souci, c'est que c'est un peu, un trésor, si vous voyez ce que je veux dire. Personne va vouloir se séparer de son IPv4, c'est tellement précieux. Je sais pas si la plupart des gens ne peuvent pas s'en rendre compte. Il faut savoir aussi que l'IPv4 qu'on pouvait avoir jusque-là, gratuitement, si je dis pas de bêtises, on peut les revendre pour faire un transfert de propriété et le prix a doublé en 3 ans. Doubler en C'est 3 vrai. ans, ça paraît pas beaucoup, mais ça paraît énorme quand on sait qu'on pouvait les obtenir gratuitement. Et c'est là où il faut se demander, dans un mois, il y aura plus d'IPv4. Est-ce que le prix va encore, fortement augmenter? Moi, je pense que, ça va exploser à un point qu'on n'imagine pas. Et internet, genre, ça s'arrête jamais de grandir. Le souci, c'est que tout le monde a besoin d'adresse IP et je sais pas si on se rend compte, mais il y a même pas 25 d'internet qui est en IPv6 alors qu'on sait que c'est la merde. Alors Voilà. justement, on parlait un peu d'IPv6. Moi, personnellement, ce que je trouve dommage et bizarre, c'est que, bon, il y a Fou des même, c'est opérateurs, fou. il y a des opérateurs qui font pas l'effort de déployer ça. Je pense à SFR. Mais il y en a d'autres où c'est intégré de base, genre Free, Orange aussi, qui, on peut le voir sur les graphiques, sont assez au coude à coude sur le réseau fixe, attention. Bon, le réseau mobile, c'est une autre histoire. Et du coup, bah, c'est un peu. Enfin, il y a beaucoup aujourd'hui d'appareils qui le supportent, même les nouveaux téléphones qui sortent, bah, ça fait quelques temps déjà. Ils peuvent tous, La techniquement. 4G, depuis la 4G. Ils peuvent, oui, mais ils peuvent tous tourner en IPv6. Et du coup, pourquoi ça bouge pas plus que ça? C'est ça la question. Et ouais, c'est dommage, quoi, parce qu'en vrai, Bah, on va arriver à la situation de blocage que tout le monde redoute, alors que ça fait des années qu'il y a possibilité de l'éviter. moi, j'ai un début de réponse. Je pense notamment à Orange. Alors, paradoxalement, c'est eux qui développent le plus l'IPv6. Mais Orange, ils ont un stock d'IPv4 très important
Et s'ils n'avaient pas fait l'effort de développer l'IPv6, pour l'instant, pour eux, ce serait pas encore un problème. Ils peuvent encore faire quelques années en se débrouillant avec leur stock d'IPv4. Parce qu'il faut savoir que, heu, ça a peut-être été changé chez eux, mais en tout cas, il y a quelques années, c'était vrai. À chaque fois que la box redémarrait, se reconnectait sur le réseau, les services Orange lui fournissaient une nouvelle adresse IP, donc IPv4. Je sais pas si ça a changé depuis, mais enfin, c'est pas un souci pour eux vu que eux, ils ont fortement développé l'IPv6. Parce qu'il faut savoir que l'IPv6, normalement, ça va de pair avec la fibre. On a pensé le réseau fibre pour qu'il fonctionne parfaitement en IPv6. Les anciens réseaux sont pas forcément ultra compatibles. On sait que la fibre n'est pas encore partout en France, mais c'est là où c'est assez incroyable parce que quand on regarde par contre les chiffres de SFR, donc je rappelle, normalement la fibre a été pensée pour fonctionner en IPv6. Quand on regarde des chiffres de SFR, je suis désolé, SFR par contre, ils font aucun effort. Ils ont Clairement. entre 5 et 15 de leurs clients qui sont compatibles IPv6. C'est même pas qu'ils utilisent l'IPv6, c'est seulement qu'ils sont compatibles. Je sais pas si vous vous rendez compte, là c'est là où c'est encore plus incroyable. Parce qu'après Orange, oui, l'IPv6 est dispo chez beaucoup d'utilisateurs, c'est pas forcément activé. Pas forcément, ou alors c'est activé mais pas forcément utilisé parce que le Bah, en vrai, système est, Free, c'est pareil au final. Enfin, de toute oui, façon, Free c'est pareil. au final, Et Free, ils font beaucoup d'efforts, c'est intéressant quand même à noter, hein. il y a la plupart des box l'ont, mais il y en a aucun, enfin, il y a aucune box qui s'en sert réellement et qui a, on va dire, désactivé l'IPv4. Parce que tout Internet ne tourne pas dessus et ça serait trop compliqué de mélanger les deux. Voilà. Oui, mais on va arriver à un jour où, Bah, de il toute va y façon, on avoir va une pas avoir le transition choix. et tout ce qui est en IPv4, ça va arriver un jour où on va nous dire: «Bah non, maintenant on l'arrête parce que, on vous force à passer en IPv6 parce qu'internet il est en train d'être bloqué», et voilà. Et ça pose un autre souci aussi, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle des partages d'adresses, donc avec des redirections de ports. Ça existe déjà, beaucoup dans le web, hein. On peut avoir plusieurs sites internet qui sont sur le même serveur, pas la même machine, vraiment le même, système, et qui, simplement par un système de port, utilisent la même IP. Il va y avoir ça, mais enfin ça va se développer de plus en plus sur plein de services à cause du manque d'IPv4, alors qu'on pourrait tout simplement passer en IPv6. Et c'est un souci, un peu plus loin dans l'article, on le mentionne pour la police qui, ou c'est un peu au-dessus pardon dans l'article, la police qui s'inquiète de ça parce qu'une IPv4, il y a un nom associé. On sait qui contacter. Si il y a, admettons une vingtaine de services sur la même IP, ça va être beaucoup plus difficile de remonter, sur la bonne personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Ouais, d'où Après l'intérêt de pour vite passer l'IPv6 qui est individuel. Ça serait mieux. Bah oui, surtout que l'IPv6 on en a, beaucoup Beaucoup. plus. C'est, Vraiment, le chiffre est gigantesque, hein. Vous pourrez taper sur je sais même internet. plus. C'est une puissance, mais c'est incroyable. Ouais, le nombre C'est fou. est vraiment ouf. Ah Faudrait ouais, que c'est je le un. re Ouais. faudrait que je le retrouve parce que je sais pas si tu l'as? Bah, en fait, le truc, c'est que c'est imprononçable. Du coup, Non mais donne-nous la puissance de 10. ah, mais justement, je le cherche. Je le cherche parce que c'est un peu Parce que plus. ce serait méga intéressant. Et après pour, finir rapidement, on va revenir un peu sur les opérateurs. Là, on vous parlait seulement des box, et les box, c'est normalement une box par foyer, une box internet par foyer. Je sais pas si vous vous rendez compte? Globalement, il y a entre, allez, en moyenne en France, 3-4 personnes qui sont sur une même box dans un foyer. Donc ça fait une IP pour 3 à 4 personnes, peut-être même plus parce qu'il y a des familles nombreuses aussi. Après, là où c'est vraiment catastrophique, c'est sur les smartphones. Je l'ai dit rapidement, je l'ai évoqué, le réseau 4G, comme le réseau fibre, a été pensé parce que si je dis pas de bêtises, la 3G n'est pas compatible avec l'IPv6, mais la 4G était pensée pour fonctionner en IPv6, ce qui ne sera jamais le cas parce qu'on est déjà en train de passer à la 5G. Mais du coup, c'est là où c'est un gros problème parce que contrairement au foyer où une box a une adresse et tout le monde du coup a la même adresse IP, même si on ne s'en rend pas compte, les smartphones ont chacun leur adresse IP. Sur le réseau de la planète, je parle. Ce qui fait que, là où
un foyer, ils sont 3, 4, 5, peut-être plus, à utiliser une adresse IP, bah là, chaque personne a en plus sa propre adresse IP sur son téléphone. On pense aussi aux gens qui ont 2 téléphones. Et les gens qui ont pas de téléphone, ça existe presque pas, presque plus aujourd'hui. Ça ne compte pas. Donc imaginez, c'est-à-dire que les personnes, même les particuliers, ont en moyenne 1,2, 1,3 adresses IP, si on fait des moyennes. Et Et du coup, c'est un c'est problème quand énorme. on sait le nombre, c'est énorme quand on sait le nombre d'adresses IP qu'on a disponibles. Oui, il y en a beaucoup plus que le nombre d'habitants sur la planète, mais après quand on rajoute tous les trucs d'entreprise, Google, c'est des centaines et des centaines d'adresses IP qu'ils ont, peut-être même des milliers. Je suis incapable de vous donner les chiffres exacts parce que je ne peux pas savoir, mais admettons que rien que Google Maps, à lui tout seul, a plusieurs adresses IP. Le moteur de recherche Google, à lui tout seul, a plusieurs IP. Si vous cherchez, si vous tapez, www.google.com sur un service qui vous donne des adresses IP, il est capable de vous en donner, une bonne dizaine, C'est sachant qu'elles ne vrai. sont pas forcément toutes actives ou toutes disponibles en même temps. Alors du coup, au niveau des nombres d'adresses IP, donc déjà il faut savoir que une IP, l'IPv4 pouvait, parce que clairement on a explosé ce nombre techniquement, pouvait seulement en avoir jusqu'à 4 milliards 294 millions 967 296, soit 2 puissance 32. L'IPv6 est à 2 puissance 128. Bon, le nom, je peux clairement pas le prononcer, c'est incroyable. Genre, c'est C'est quoi, quelle vraiment. puissance de 10? C'est 2 puissance 128, l'IPv6. Donc c'est Ah, tu énorme. l'as pas Genre, en puissance de 10? Ah dommage. non, je l'ai pas. C'est juste gigantesque. En puissance de 10, c'est 3,4 puissance 38. Ah oui, oui, fois 10 puissance 38. Ouais, 10 10 puissance puissance 38, 38. ça fait Ouais, ouais, ça 38 fait trop. zéros, Non, mais c'est bon, c'est bon. on a le temps. C'est incroyable. Genre, c'est énorme. Mais pourquoi on n'y est pas passé? Bon, c'est un autre débat, dirons-nous. Mais justement, on continue de parler d'Internet avec, justement, dans la maison, on a l'ordinateur, les téléphones, éventuellement une tablette, notre télé maintenant. Et sur cette télé, on y met quoi? Une PlayStation. Et oui, la PlayStation 5, enfin une console en l'occurrence, mais là, ce sera la PlayStation 5. Et Sony a dévoilé beaucoup plus de choses. Alors, notamment, le nom a été confirmé, c'est vraiment PS5. PlayStation 5, comme Voilà. d'habitude. Pas là où par exemple Microsoft aime bien appeler genre il y avait Xbox 360, puis on est passé à l'Xbox One, puis après il y a eu l'Xbox Scarlett qui est donc la prochaine Xbox. Bon, Ah, on sait pas si c'est son nom encore. en tout cas c'est le projet Scarlett, c'est la C'est le seule projet chose dont Scarlett. c'est sûr. En tout cas la PS5, toujours le même nom, et serait commercialisée au fin d'année 2020, probablement pour Avant Noël. Noël. Du coup, Tout comme la Xbox Scarlett, Scarlett, ouais, du coup. du nom de code Scarlett, du coup, ouais, c'est. On verra bien. Et on se souvient que la PS4 et la Xbox One étaient sorties à quelques jours d'intervalle, donc c'est fort probable qu'il se passe la même chose. Alors, il y a eu 2-3 petites choses intéressantes qui ont été annoncées, enfin, qui ont fuité, même si c'était plus une annonce. Le ray tracing sera matériel, tout comme la Xbox de Microsoft, la prochaine. Donc ça, c'était pas encore certain jusqu'à présent. Il y aurait un lecteur Blu-ray 4K. Bon, ça peut intéresser. On pourrait installer partiellement C'est les pour jeux. les jeux. Ouais, on pourrait installer partiellement les jeux. C'est-à-dire que vous pourriez installer que, par exemple, la campagne solo ou que la partie multijoueur. Voilà. Ça serait... personnellement, je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. On aurait tout ce qui est multijoueur serait vraiment mieux pensé. Vous ne serez pas obligé de démarrer le jeu pour aller voir les succès, etc. C'est très intéressant parce que pour l'instant, c'est impossible chez Sony. Surtout que Sony s'ouvre enfin aux multiplateformes, etc. Voilà, ça a été longtemps. Jusque présent, c'était pas vraiment le cas. Et puis, il y a les manettes du DualShock 4 qui auraient des gâchettes dynamiques. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont changer du coup. Et en même temps, heureusement, parce que entre la PS4 et la PS5, il y a vraiment beaucoup de temps. Donc il faut vraiment qu'il y ait des bonnes améliorations, des bonnes annonces. Bah, ce sera sûrement la dernière vraie console de Sony, Ouais, hein. Après, la on console physique. pense que Après, ça passera en dématérialisé. ouais, c'est vrai. Du coup, Voilà, il faut et que c'est un truc qui tienne aussi. petite précision pour l'installation partielle des jeux, parce qu'on a eu d'autres informations, c'est pas présent dans l'article qu'on vous présente, mais c'est parce que la PS5 serait équipée de modules SSD interchangeables. Donc, ce qui veut dire que, je sais pas si vous vous rappelez, par exemple sur la GameCube, il y avait
fallait mettre une cartouche de mémoire dedans, en plus du CD. C'est vrai. Et ben, là, en gros, ce serait la même chose avec des modules SSD. On pourrait mettre et enlever des modules SSD pour, changer la capacité de notre console et du coup, entre guillemets, pour la partie installation partielle de jeu ou même installation totale de jeu, on pourrait penser que vous pourriez avoir un module SSD de 100 gigas avec dessus uniquement un seul jeu. Admettons le prochain GTA 6. Parce que je pense que, il atteindra largement les 100 gigas, c'est fort Oui, probable. c'est fort probable, ouais. Du coup, voilà ce que je voulais préciser, ces petits modules SSD, ça serait je pense que vraiment c'est ultra intéressant quand on sait qu'aujourd'hui sur les consoles, on est ultra limité et que brancher un disque externe, c'est pas forcément la meilleure des solutions parce que, ça passe par l'interface USB. Aujourd'hui, l'USB est de plus en plus rapide, mais là, si on est connecté directement en PCI Express, ce serait quand même beaucoup mieux. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Ah oui, ça c'est clairement vrai, oui. C'est vrai. Donc voilà, tout ça, ce sera encore à confirmer, mais ce sera vraiment, le futur ultra probable de la console, ces petits modules SSD et je pense que Microsoft nous a rien dit, mais honnêtement, ils doivent plancher sur les mêmes types d'innovations parce que, pour se mettre à niveau en 2020, ce sera la norme. Tout à fait, c'est vrai. En tout cas, sur une télé, on va bientôt pouvoir utiliser une PS5, une Xbox Scarlett, etc. Mais on peut aussi utiliser d'autres services tels que Apple TV+, etc. Et Apple, travaille sur des bundles où vous pourrez avoir plusieurs de leurs services pour un prix, pour le même prix. Enfin, vous Oui, payerez donc un prix global, donc c'est assez intéressant. il y a quelques mois déjà, on avait déjà, vu passer des rumeurs comme quoi, Apple travaillerait sur, un abonnement, bundle, du coup un abonnement à plusieurs services à la fois, qui du coup logiquement devrait être un peu moins cher. Je pense notamment, aujourd'hui il y a Apple Music qui coûte 10 € par mois, pour un forfait individuel, 5 € si vous êtes étudiant ou 15 € pour le forfait familial que vous pouvez partager jusqu'à 6 comptes, si je dis pas de bêtises, avec le système de famille, intégré à l'écosystème d'Apple. Il y a Apple TV+ qui va être lancé début novembre pour 5 $ par mois, 5 € aussi et il y a Apple News qui pour l'instant est seulement aux États-Unis et en Australie et en United Kingdom, Royaume-Uni, L'Angleterre, ouais. pour 10 $ également, 10 livres sterling. Enfin, c'est 15 $ australiens quand même, un peu plus cher. Mais voilà, du coup, on pourrait facilement imaginer que tous ces services, il y en a pour à peu près 30 € par mois. Je pense que du coup, c'est ce que aussi l'article dit, on pourrait avoir un bundle pour moins cher avec tous les services d'Apple, admettons en version individuelle ou en version familiale. Je pense que ça serait méga intéressant. Admettons, aujourd'hui, j'ai un forfait Apple Music à 15 € par mois que je partage avec, plusieurs personnes de ma famille. Ça fait 15 € par mois. Si je rajoute Apple TV+, ça fera 20 balles par mois. Admettons qu'Apple News arrive en France, on arrive à 30 € par mois. Ça commence à faire beaucoup. On rajoute Apple Arcade, ça fait 35 € par mois. Je pense qu'il y a moyen que pour, allez, 25 € par mois, j'ai la version familiale avec tous les services, comme ça, que je puisse partager à tout le monde et tout le monde serait méga content parce que Apple Arcade, si je dis pas de bêtises, est déjà en version familiale. Il faudrait que je revérifie cette information. Mais voilà, du coup, pour des familles, ce serait super intéressant et surtout, ce serait vraiment pas cher quand on pense à déjà Apple TV+ par rapport à Netflix, ça coûte rien. En par rapport au partage, je parle parce que, Netflix, c'est 16 ou 17 € pour 4 ou 6 écrans. Je crois que c'est 4 même. Je sais pas, là-dessus, aucune idée. Donc voilà, je pense que, si Apple fait ça, ce serait encore un gros coup de pied, pour ses concurrents et ça va faire du bien à tout le monde. Même s'il y en a beaucoup qui critiquent Apple, leurs services sont pas irréprochables, mais presque. Et justement, on parle d'Apple TV, et il y a Twitch qui arrive sur Apple TV. Oui, petite, news qui passe comme ça. On va alors depuis le mois dernier, il y a une version bêta de Twitch qui, est disponible pour Apple TV. Twitch va enfin officiellement sortir sur, Apple TV, sachant qu'on sait qu'il est déjà disponible sur les solutions d'Amazon, étant donné que Twitch a été racheté par Amazon.
Twitch qui est quand même de plus en plus regardé. On pense rien qu'au Z-Event, toute l'audience qu'ils ont fait. Le Z-Event a quand même eu plus d'audience que la plupart des chaînes de télévision françaises. Donc voilà. Et là, je ne parle que de la France. Aux États-Unis, c'est encore plus courant de regarder des lives. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est normal, ça fait partie de la culture et si tu es obligé à chaque fois de sortir, je sais même pas, je pense que c'est compatible Chromecast quand même, Oui, mais si oui, tu es quand obligé de même. regarder tout le temps sur ton PC, c'est pas cool. Là, tu imagines, hop, tu prends ton Apple TV, tu la branches, tu lances le stream sur ta télé et tu continues à faire je sais pas quoi sur ton ordi ou ton téléphone, en même temps que de regarder le live. Ça te con Si tu as un méga setup où tu as plusieurs écrans, ça te condamne pas un écran, à Twitch. Parce que je connais des gens qui font ça et qui ont un écran réservé à Twitch. Non mais dans quel monde on vit? Non, c'est parce que moi je regarde pas trop de stream, ça me paraît un peu fou, mais voilà, ça existe et il y a une vraie demande et c'est cool que ça arrive enfin. Et je pense qu'on en a déjà parlé trop longtemps. C'est vrai. Mais en tout cas, moi, personnellement, je trouve ça intéressant, effectivement. Et à voir, à suivre, vraiment si ça va aider Twitch à faire encore plus de viewers, et si ça va être vraiment utilisé, mais comme tu l'as dit, vu que c'est monnaie courante, je pense que ça sera le cas. On change complètement de thème avec un peu d'économie, avec Libra. Alors, la semaine dernière, on vous parlait de Visa et Mastercard qui voulaient plus soutenir publiquement le projet. Et ben, il y a PayPal qui quitte aussi le projet. Voilà, du coup, Libra commence vraiment à prendre une tournure assez négative, au final. Ouais, c'est un peu fou. Nous on s'attendait à ce que Libra, ça soit quand même un truc assez incroyable et en vrai, Visa et Mastercard, ils ont pas quitté le bateau, mais Et, on a ils l'impression qu'ils sont sont à sur 2 le doigts de quitter le point, ils sont bateau sur le point de le faire, ouais, je et pense. et PayPal qui quitte le bateau et c'était qui, la fois d'avant encore qui avait quitté le navire? Je sais plus, mais en tout cas, c'était pas bon. Je sais plus c'était qui. Ouais, il y en a sachant qu'il y a déjà une entreprise qui avait quitté le navire, c'est un peu dommage pour Libra et bah, on le dit à chaque fois, là ça fait déjà 2 semaines qu'on en parle, à chaque fois on le dit, on verra comment ça va se passer mais bon. C'est mal barré, hein. Vraiment, Ah là, c'est mal c'est parti. mal barré, hein. C'est de pire en pire. Au fur et à mesure des semaines, on voit. Je sais pas, c'est dommage. Donc voilà. Peut-être ne verra-t-elle jamais le jour. Tout simplement. Bon, il verra le jour mais au final ce sera pas autant utilisé que ça parce que ça sera ce qu'on ne voulait pas, c'est-à-dire, une monnaie contrôlée par Facebook et c'est ce que ça va être s'il y a plus personne si tous ceux qui étaient censés, surveiller le projet s'en vont. Ouais, c'est triste. C'est un coup dur pour l'image Surtout que le de la lancement était monnaie. prévu en juin 2020, donc ça va peut-être la retarder aussi, tout ça. La retarder peut-être pas parce qu'ils étaient surtout là pour, la régulation, mais bon. On verra. En tout cas, encore un coup dur. La semaine prochaine, on aura peut-être encore l'annonce d'un nouveau départ, qui sait. Et enfin, on termine sur diverses actualités assez intéressantes, notamment les inventeurs de la batterie lithium-ion ont enfin eu le prix Nobel. Enfin, selon moi, c'est enfin. Je trouve qu'ils auraient dû l'avoir il y a bien longtemps. Alors, je vais nuancer ce que tu as dit parce que, souvent les prix Nobel, on les donne, 10, 15, 20 ans après des découvertes. Du coup, bon, c'est Ouais, pas, ok. c'est normal dans ce monde-là que ça mette du temps, parce que, faut le temps que ça soit reconnu et approuvé. Après, toi, tu t'en rends pas forcément compte parce que, tu as peut-être pas la donnée en tête, mais, la technologie lithium-ion, il y a quelques années encore, je pense à mon 1er téléphone, j'avais pas une batterie au lithium-ion, hein, dedans. C'était une batterie quoi alors? C'était du lithium, mais faut que je Ah retrouve, ouais, c'était une. Ouais, faut que je retrouve le je nom. vois. Effectivement. Mais c'était une autre forme de batterie qui avait, moins de capacité. Parce que vraiment à chaque fois en fait c'est ça, c'est une nouvelle génération de batterie qui apporte encore plus de capacité pour un même volume et un même poids parfois, ça dépend. Mais voilà. Donc ces petits chercheurs, donc ces 3 chercheurs, un Anglais, Stanley Whittingham, un Japonais, Akira Yoshino et un Américain, John B. Goodenough, qui, reçoivent cette année le prix Nobel de chimie
pour leurs magnifiques travaux sur la batterie lithium-ion, qui est aujourd'hui ce qu'on a de plus efficace. Donc c'est Puis ça la, équipe la- tout, la- du coup. Oui, oui, mais aujourd'hui on voit même partout, même dans les voitures, c'est des batteries lithium-ion pour les voitures électriques Ouais, c'est pour et ça. hybrides. Donc voilà, ils ont chacun eu leur pierre à l'édifice. Euh, Stanley Whittingham, donc le Britannique qui a découvert le dioxyde de cobalt et de lithium, qui est, si vous connaissez un peu ou si vous vous rappelez de vos cours de physique-chimie, qui équipe la cathode, de l'accumulateur. Heu, j'ai un peu buggé, excusez-moi, non, excusez-moi, parce que c'est un peu compliqué. Heu, c'est Akira Yoshino qui a un peu, mélangé toutes les technologies, donc c'est le japonais. C'est pas étonnant que, la batterie ait vraiment été assemblée au début au Japon, parce que le Japon a été très longtemps leader en haute technologie C'est vrai. et même en main-d'œuvre, hein, ça a pas toujours été la Chine qui a fabriqué, vos téléphones, mais voilà. Donc et on sait aussi que, malgré leur âge vénérable, on pense à John B. Goodenough qui a 97 ans. C'est incroyable, hein? Bah, Et ouais, ça veut dire qu'il en l'a 2000 développé assez vieux au final. ah bah, il avait déjà, 80-85 ans, Bah même ouais, c'est peut-être ça qui est fou. voilà. Parce que je répète, c'est récent le lithium-ion et en 2017 avec son équipe, ils ont publié des travaux sur une batterie qui serait encore plus solide, encore plus sûre, qui pourrait stocker jusqu'à 3 fois plus d'énergie pour un volume égal. Vous imaginez que votre téléphone, sans qu'on ait besoin de le faire grossir, on lui met une batterie 3 fois plus grosse. Ce qui veut presque dire qu'il dure 3 fois plus longtemps. Donc Ouais, voilà, c'est assez intéressant. mais du coup, si c'est pas sorti, c'est que c'est pas encore totalement au point. Alors, entre le moment où les travaux sortent et les moments où l'industrialisation se fait vraiment, il peut se passer, 5 à 10 ans, mais voire même plus. On pense, je vais donner un exemple là qui va choquer tout le monde. Contrairement à ce qu'on dit, en théorie en tout cas, les piles alcalines, donc les piles, vous savez celles que quand elles sont vides vous jetez, en théorie, elles sont rechargeables. Et on a un brevet qui a 30 ou 35 ans, peut-être même encore plus, je me rappelle plus exactement, un brevet d'un appareil qui serait capable de recharger des piles alcalines. Et c'est toujours pas sorti. Après, il y a aussi, la question de l'économie de la pile, hein, que les industriels Oui, ne veulent pas mettre en toujours, hein. péril et c'est pour ça que, cet appareil est encore plus retardé. Mais, vous attendez-vous à ce qu'un jour, il y a quelqu'un qui arrive avec un petit appareil qui recharge des piles alcalines, qui le vende et qui se fasse beaucoup d'argent. Parce que lui, il va s'en mettre plein les poches. Ouais. Surtout dans un monde où, on a presque plus de piles. D'ailleurs, même pour le lithium, heu, là, Goodenough, il nous sort un projet avec une batterie encore meilleure, qui est toujours basée sur le lithium, mais on est sur un début de pénurie de lithium. Le lithium est un matériau difficilement recyclable et on en a presque plus parce que c'est comme l'or, vous voyez? C'est en quantité limitée sur terre et ça ne se refait jamais. Contrairement à du pétrole qui on dit que ça se refait pas parce que ça prend des milliers d et des milliers d'années à se refaire, mais ça se refait le pétrole. Le lithium, pas du tout. Du coup, le jour où il y a plus de lithium, il y a plus de batterie, globalement. Et ce sera Et un on est en train de problème. d'ailleurs, je balance ça comme ça, mais on est en train de développer des batteries qui fonctionneraient avec du sel. Et est-ce que Les ça sera travaux aussi sont en cours. efficace? Est-ce que ça sera aussi efficace que le lithium? Théoriquement, on peut, aller jusqu'à une efficacité égale. C'est bien, ça sera déjà bien. Après, on trouvera forcément on arrivera à l'améliorer, mais c'est en cours de développement, vous voyez? Ouais, on C'est pour ça que je verra, dis ouais. théoriquement, on en a déjà fabriqué, qui ont des capacités pas dégueu, mais pour l'instant, on peut pas encore les mettre dans des smartphones parce que pas assez miniature, pas assez de capacité, mais on peut le faire et on essaye de le faire. Des batteries qui seront recyclables en plus, Ouais, du donc coup, le sel sera vraiment mieux. un bon intérêt, surtout qu'on pense, aux voitures qui consomment beaucoup de batteries, donc voilà.
justement, tu parles de voiture et ça nous amène à la Peugeot i208, qui est donc une voiture Bien sûr, ma électrique. transition était prête. Ah là là, elle était parfaite. Alors, Magnifique. on termine sur ça parce que c'est assez intéressant. Puisque, en fait, il faut savoir que la 208, c'est le modèle phare de Peugeot. Voilà, Le modèle le plus vendu de Peugeot et l'un des modèles les plus vendus en France. Je vais pas me risquer à dire au monde, mais au moins en Europe en tout cas, Peugeot est une marque qui se vend bien, surtout la 208 ouais. parce que, ça a un petit charme en plus par rapport à d'autres voitures, dans leur gamme de prix bien sûr, hein. Mais la 208 est très bien vendue et vas-y continue un peu ce que tu allais nous Ouais. dire. Et du coup, la 208, du coup, pour info, il y a eu 40 000 demandes et la moitié concerne la version électrique. Sur les précommandes, eh bien, les précommandes de l'E208 se représentent déjà à 25% des précommandes totales, ce qui est énorme. Là, on arrive à un stade où enfin, l'électrique est déjà... Enfin, la 208 tout court est déjà énormément vendue. Mais alors, l'électrique, ça veut dire qu'il y a 25% de toutes ces ventes, qui est déjà assez conséquent, qui sont électriques. Et du coup, ça fait un sacré volume de voitures électriques au final. Alors, on précise quand même que, ça On a... fait ça fait en pourcentage et en potentiel, ça fait énormément de voitures. Dans la réalité, la i208 vient de sortir. Donc, il y a des chiffres qui sont un petit peu biaisés par, les méga fans, qui l'attendent depuis Ouais. des années et qui ils avaient déjà la main sur le portefeuille au moment où Peugeot, montait sur les enfin, où les dirigeants de Peugeot montaient sur les estrades pour dire: «On sort une nouvelle voiture». Mais voilà, Elle heu sera électrique, celle-là. Attention. voilà, il y avait déjà un gros potentiel de fans, un peu comme Tesla. Vous voyez, Tesla, il sort un nouveau modèle, tout de suite, il y a des milliers d'acheteurs qui précommandent, alors que la voiture, elle sort dans 3 à 4 ans et c'est un peu il y a eu un peu de ce délire-là, avec Peugeot, mais c'est quand même très encourageant parce que Peugeot prévoyait combien de pourcentage de vente? 10. 10. Ouais, que Peugeot ne 10%. Hein. pré Peugeot ne prévoyait que 10 de nouvelles ventes en version électrique de la 208 et il y en a eu 25. Donc c'est là où c'est extrêmement positif parce que, aujourd'hui l'électrique, il y a quand même une demande qui est de plus en plus croissante. La i208 arrive sur un marché où on a que en réalité, on a que 3 modèles. On a la Renault Zoé, la i208 du coup et la Nissan Leaf. On parle dans la gamme de prix et dans la taille des voitures. Donc, c'est quand même vraiment intéressant. Surtout que la 208, là, ça va être très personnel, mais la i208, je la trouve beaucoup plus jolie que la Renault Zoé. Je partage le même avis personnellement, vraiment là-dessus. J'aime bien la Nissan Leaf aussi, mais elle ressemble un peu à la Nissan Leaf, j'ai l'impression que elle est entre, la Peugeot et la et la Renault, niveau design. Je sais pas si tu as la Leaf en tête, si tu vois ce que Ouais, j'ai pas la c'est ça? Leaf en tête, pas totalement, mais en tout cas, ouais. Après, moi personnellement, Peugeot, je trouve qu'ils ont pas toujours, mais surtout ces derniers temps, ils arrivent à sortir des voitures assez jolies. Genre, ça va, Ah, c'est pas. la dernière 508, elle est magnifique, soit dit Et en passant. franchement, et du coup, ça m'étonne pas qu'ils sortent une belle voiture comme ça électrique. Et ouais, pour le coup, ça donne envie de prendre une électrique parce que moi, jusqu'à présent, les électriques, c'était un peu le cliché des voitures un peu petites, pas très jolies. Enfin, je sais Bon, il y a pas. eu Tesla quand même, hein. Ouais, bon, il y a Tesla, mais je veux dire, à part Tesla, je veux dire, plus de notre côté à nous. Parce que Tesla, c'est Ah, pas là. C'est on en aussi. a pas on en a jamais parlé, mais il y a BMW et Audi qui sont en train de sortir un max de voitures électriques. Il y a Volkswagen aussi, qui travaille, d'arrache-pied. J'ai dit qu'il y en avait que 3 sur le marché, mais c'est pas tout à fait vrai, je vais rebalancer un peu ce que j'ai dit parce que, il y a je crois que c'est la ID.3 de Volkswagen qui arrive aussi sur le même marché et il y a une Honda, je ne me rappelle plus de son nom, mais il y a une Honda qui va arriver, très rapidement, qui va aussi, la Honda Clarity, je crois. Non, ça doit pas être ça.
Bon, je vous retrouverai le nom, un de ces 4. Mais il y a Honda aussi qui arrive sur le marché avec une voiture, vraiment, moi je la trouve, exceptionnelle. Et je dis ça alors que Mais je me rappelle plus de son ouais, prix, du coup, il va falloir que je la retrouve. ouais, après, il y a toujours l'histoire du prix. La voiture électrique, ça reste excessivement cher au final. Enfin, Ah oui, excessivement on cher. table, C'est sur vraiment cher, du hein. 25 000, 30 000 €, hein. Minimum, vraiment, là-dessus. Parce que ça peut monter vachement plus haut avec. Bon, après, il y a les Tesla qui sont hors catégorie, mais. Bon. Bah, la Tesla Model 3, elle commence à 35 000 €, bonus écologique compris. Ouais, voilà. Après, si on prend en version brute, les prix bruts, Et c'est pas la même chose, hein. pour après, c'est là où c'est un peu compliqué quand même parce que pour 35 000 €, si on la compare à des modèles thermiques équivalents, elle est pas plus chère. Mais c'est un peu le côté paradoxal de Tesla parce que Tesla, il y a quand même, du service et un certain niveau de finition à côté. Tesla est un peu premium. Après, c'est à l'américaine, d'accord? C'est pas trop ce qu'on est habitué en France. Quand je dis Totalement. premium, voilà, Totalement. c'est pas du premium Audi, mais ça reste très, très élevé. Ça dépend à quoi on compare, comme d'habitude. Si on compare, Oui, comme d'habitude, hein. si on compare une Audi, une Peugeot, heu, enfin quoique avec la dernière 508, c'est un peu difficile, mais on a du mal à dire qui est au-dessus, même à prix équivalent ou non. Ça Totalement, ça ça totalement, ça c'est avait vrai. peu de sens ce que je disais. Toi, tu m'as suivi, mais je sais pas si tout le monde a suivi. Non, mais moi je suis, personnellement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça reste très intéressant. Et du coup, on va avoir un match entre les deux marques françaises qui sont Renault et Peugeot sur l'électrique avec la E208 contre la Renault Zoé. Qui la gagnera? La question se pose. Moi, personnellement, si je devais choisir entre ces deux voitures, ça serait le 208, mais c'est assez personnel et tout ça, c'est des choix. Euh, Bah, ça reste de bonnes la voitures en soi. la Zoé n'a pour elle que, le fait qu'elle est là, elle est là déjà depuis plusieurs années. C'est vrai. 2013, je crois, même, si je dis pas de bêtises. La Zoé, ouais, ils ont sorti très tôt finalement, ouais, c'est vrai. Oui, oui, c'était l'une des premières. Après, bon, on est déjà à la c'est pas vraiment la V3, on va dire la V2.1, la version 2.1, mais, il y a eu de l'amélioration, mais la première n'était pas incroyable. C'était pas au niveau de Tesla, mais Tesla à l'époque, l'entrée de gamme c'était 80 000, 85 000 €. Du coup, voilà, bon, c'est pas vraiment comparable non plus. Après bon, il y a toujours ça. La Zoé est moins chère si on loue les batteries, mais sur le long terme, si vous faites le calcul, c'est un peu comme une location avec option d'achat. Partez du principe que, ils veulent vous arnaquer, heu et voilà. Comme C'est d'habitude, hein. Oui, voilà. Bah, après faut voir la U208 là. J'ai pas trouvé le chiffre en euros, mais j'ai vu qu'elle commençait à 25 000 livres sterling. Du coup, faut voir, mais ça a l'air intéressant au niveau du prix. Faudra comparer avec la Zoé, parce que si je dis pas de bêtises, c'est pas encore tout à fait, elles sont pas tout à fait égales niveau caractéristiques. Comme on dit, c'est affaire à suivre, tout simplement. Affaire à suivre. Du coup, merci d'avoir suivi. On se retrouve non pas la semaine prochaine parce que on ne pourra pas l'assurer, mais la semaine d'après. Donc voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin à rajouter? Non, j'ai pas de mot de la fin à rajouter, effectivement, bah, mercredi prochain, il y aura pas d'émission. C'est-à-dire le mercredi. Donc on sera pas là la semaine prochaine, on sera le 16. La semaine suivante, le 23, on sera là. Et le 30, on sera à nouveau pas là. Ouais, parce que Voilà. ça sera trop difficile à gérer pour nous de vous faire une émission. Donc du coup, merci encore une fois d'avoir regardé. On se retrouve dans 2 semaines, donc le 23 octobre 2019 pour la prochaine émission. Sur ce, tchuss! Allez, ciao!